Ça y est, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue à ce moment où il va être question de planète. Bienvenue à ceux qui sont derrière leurs écrans d'ordinateur. Pour ceux qui sont dans la salle, on s'est vu déjà depuis ce matin, donc re-bienvenue. Nous ici, on a passé une bonne guidance ce matin. On est, comme peut-être certains d'entre vous derrière vos écrans, remplis de nos « je suis », remplis d'hélices aussi, de « mais » qu'on a partagé ensemble par la suite. Et donc maintenant, il va être question de planète. Et donc le moment partagé ensemble s'intitule « Le dialogue avec les planètes ». Donc c'est quelque chose que nous allons vivre en collaboration avec Marie-Odile, parce qu'on va former un duo pour ce moment, où il va être question du ciel, de ce qui se passe au-dessus de nos têtes, tant dans l'actualité présente que dans une actualité un peu plus à venir, qui va consacrer l'année 2020 et notamment le début de l'année 2020 avec des conjonctions planétaires assez importantes et qui vont vraiment ouvrir le bal pour 2020 et puis pour cette fameuse ère du Verseau dont on parle tant et dont je reviendrai un peu plus longuement dans mon introduction. Avant d'oublier, je vais commencer aussi par faire une annonce, puisque cette première en duo avec Marie-Odile va amener à des bulletins astrologiques qui vont s'appeler les bulletins d'Astrologix, de façon mensuelle, donc c'est-à-dire une fois par mois, sous ce même format, donc il n'y aura pas de public, je serai seul ici, mais ce sera diffusé sur Internet. Donc la première aura lieu le 28 octobre, le lundi 28 octobre, à partir de 20h. Donc je choisirai l'actualité du moment, l'actualité du mois à venir, parce que ce sera à chaque nouvelle lune, plus ou moins, et aussi des faits marquants de l'actualité que j'aurais trouvé intéressants. Ce sera aussi l'occasion de parler plus longuement d'une planète qui me semble importante pour la période, enfin le jour en question, le mois à venir. Et donc j'introduirai la causerie, et puis après il y aura un échange, un dialogue avec des questions-réponses sous forme de chat ou sous forme de questions en direct, comme ça a été le cas avec toi, Marie-Odile, à ta première. Donc voilà, donc je suis content de ces rendez-vous qui vont maintenant prendre forme tous les mois. Donc je vais vous présenter un peu le plan un petit peu de notre moment partagé. Dans un premier temps, je vais évoquer deux sujets qui me semblent importants pour comprendre l'astrologie mondiale dont il est question là. C'est la relation des planètes avec la conscience humaine. C'est-à-dire, je vais m'intéresser aux trois grandes planètes qui influencent beaucoup le collectif, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton. Ces trois planètes ont été découvertes à des moments clés de l'histoire humaine ici sur Terre. Et donc je vais vous partager un petit peu les relations là, qui ont eu lieu à la découverte des planètes et en même temps ce qui se passait sur la planète, sur Terre. Donc ça c'est une première partie. Une deuxième partie, j'évoquerai, il est beaucoup question des ères astrologiques, donc j'évoquerai le passage de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Donc c'est vraiment l'actualité, on verra qu'il y a des petites choses à évoquer là-dessus, qui sont tout à fait liées aussi à ce qui est vécu pendant les guidances, notamment que tu proposes, Marie. Donc c'est intéressant de faire le parallèle. Ensuite, on regardera les cartes du ciel, présentement du jour, et il y a une date importante qui va ouvrir 2020, c'est le 12 janvier 2020. Et donc, je vous présenterai aussi la carte du ciel de 2020. À partir de là, ça va être un peu une improvisation en direct avec ce que je pourrais dire de ce ciel et de ce que peut-être les planètes viendront nous dire à travers le canal de Marie-Odile, à travers toi, Marie-Odile. Donc voilà un petit peu pour le plan, et on finira donc par un temps de questions et de réponses, de partage, où chacun pourra poser ses questions. Peut-être pour introduire, c'est intéressant aussi de chacun d'entre nous là, de se relier à ces énergies du zodiaque, parce que c'est important de concevoir dans l'astrologie que j'essaie de faire passer, c'est-à-dire que ce qui est le ciel au-dessus de nous, il est contenu en nous. Donc ça veut dire que si là on est présent à nous-mêmes, on est aussi présent au ciel
on est aussi présent aux planètes et aux énergies du zodiaque, c'est-à-dire les signes. Et donc c'est intéressant là de prendre ce temps, chacun dans son intériorité, pour se relier, comme si on laissait venir à nous le zodiaque et les planètes, leur conscience, leur présence, dans chacun de nous. Et comme l'archange Michael nous invitait à ne pas le chercher à l'extérieur, c'est pareil. On a tendance à regarder le ciel et à oublier qu'il est en nous. Et donc c'est intéressant ce petit moment là de juste s'ouvrir à la présence des énergies et des consciences. Donc voilà, maintenant que tout ça c'est en place, je vais donc voilà, on va évoquer Uranus dans un premier temps, puisque c'était la première des 3 planètes dont je vais évoquer qui a été découverte, Neptune ensuite et Pluton. Donc Uranus est découvert en 1780. Je mets les dates pour pas perdre. 1781. Le 13 mars 1781. Donc découverte en 1981. Et ça coïncide sur Terre effectivement à la naissance des États-Unis, à la Révolution, on est proche à la Révolution française. Ça correspond à la fameuse phrase « liberté, fraternité, égalité », qui déjà présage l'ère du Verseau à venir dans les siècles futurs. Mais déjà, l'énergie portée par Uranus, parce que c'est vraiment la planète qui est liée à l'ère du Verseau, Uranus, en 1781, déjà, ces valeurs-là arrivent dans la conscience humaine. Même si elles vont mettre du temps avant de s'incarner, même si ce n'est pas encore complètement incarné, ou même si c'est... Voilà. Mais néanmoins, ça arrive dans la conscience humaine. Donc 1781, c'est vraiment un espace de révolution, d'inattendu, parce que c'était pas, les rois en place ne s'attendaient pas à ce mouvement, en France en tout cas. Donc la planète Uranus est liée à l'inattendu, à ce qui n'est pas, on ne peut pas prévoir. C'est quelque chose qui arrive de façon soudaine. Donc l'ère du Verseau aussi va fonctionner sous cette forme d'inattendu, d'imprévisible. Donc c'est intéressant, les guidances actuelles en ce moment nous disent d'être finalement de la posture, quand les choses vont bouger plus à l'extérieur, et on est déjà en train de se caler là-dessus, sur retrouver la posture qui nous permettra de traverser cet inattendu lié à l'ère du Verseau. Je t'arrête juste parce que j'entends Uranus qui dit « Je ne peux agir que par surprise ». Voilà. Et donc ça, c'est tout à fait Uranus. Il agit par surprise. Il m'a surpris. Donc bienvenue Uranus. C'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement. Non, c'est très bien. C'est très bien. Donc voilà, on a une illustration directe, s'il vous plaît, c'est d'Uranus et de son imprévisibilité. Donc premier point. C'est aussi l'Uranus, on l'a lié à l'élément air et à l'élément feu. C'est lié à l'éclair. Juste un exemple, par exemple, Nikola Tesla est très impliqué dans... Uranus est très important dans son thème, et on voit qu'il a développé l'électricité. Ça a été un peu sa vie de façon un peu mouvementée, comme ça, et très uranienne dans son histoire. Deuxième planète importante, Neptune, découverte en 1846. 1846. Donc là, l'astrologie mondiale va mettre ça en perspective avec l'apparition, dans les années qui vont suivre, là j'ai pu regarder les dates vraiment précisément du socialisme et du communisme qui vont naître en fait. Et c'est-à-dire, il va avoir un élan de communauté qui va se manifester par, c'est une des fonctions de Neptune. Bien sûr, encore une fois, c'est des choses qui vont apparaître dans la conscience humaine, mais qui vont mettre bien plus de temps à s'incarner. On voit tout de suite les dérives qui a eu lieu après, dans la réalité humaine, après le passage de la découverte de Neptune. C'est-à-dire le communisme a eu une dérive aussi qui fait que le message s'est dilué, mais néanmoins il est déjà arrivé dans la conscience humaine. On va voir que Neptune est lié à l'ère des poissons. Donc j'y reviendrai parce qu'elle va manifester deux polarités. Quand on regarde le symbole de l'ère des poissons, il est fait de deux arcs de cercle comme ci, qui représentent le passé et le futur, et d'un
trait qui les joint. Et donc, le poisson, ce sera dans les anciens symboles, c'est aussi deux poissons qui vont chacun dans leur sens, en fait, c'est à contre-courant. Et donc, ça va manifester deux courants très forts, cette apparition de Neptune, c'est-à-dire un courant spirituel et un courant aussi beaucoup plus matérialiste, en fait. Et donc, cette dualité va aussi marquer fortement la suite après la découverte de Neptune. Et on voit que le courant matérialiste a pris le dessus, mais il y a eu des élans spirituels très forts aussi dans les années qui ont suivi 1840, avec la naissance des grands mystiques ou êtres éclairés du 19e, Sri Aurobindo, Mer, Krishnamurti, Steiner, enfin, il va y avoir tout, Blavatsky, etc., vont naître en fin de 1880, 1800, un peu avant le 19e. Et donc, un peu avant le 20e. Et voilà. Donc ça, c'est Neptune. Dernière planète importante découverte, c'est la planète Pluton. Découverte en 1930. Qu'est-ce qui se passe en 1930 sur Terre? On découvre le nucléaire, on découvre les forces plutonium, le plutonium, donc c'est-à-dire des forces incroyables présentes dans la matière. Ça va être aussi le début, même si le pétrole a été découvert avant, ça va être le début des trusts pétroliers qui vont se mettre en place. 1929, c'est aussi la crise financière. 1930, c'est aussi la découverte de la psychologie des profondeurs. Freud, puis Jung. Donc toutes ces thématiques sont très liées à Pluton, c'est-à-dire à l'inconscient collectif, mais c'est aussi une formidable puissance présente au cœur de la matière. Autant Neptune, c'est une présence beaucoup plus au niveau du chakra couronne, on va dire, autant Pluton est beaucoup plus présent au cœur de la matière. Et ces deux-là, en fait, fonctionnent un peu ensemble. Hein. Ils génèrent deux polarités en nous. Donc, Pluton, c'est aussi lié soit à notre puissance intérieure, soit au pouvoir extérieur. C'est pour ça que Hitler va aussi, par exemple, manifester un pouvoir plutonien, puisqu'il va avoir une force de destruction, il va détruire plusieurs choses, et puis, mais il extériorise Pluton. Et c'est ce qui se passe avec la découverte des planètes, c'est que la révolution, par exemple, au moment d'Uranus, en 1780, on extériorise Uranus. Alors que la révolution première qui est demandée, c'est une révolution intérieure. Neptune nous parle d'amour inconditionnel, aussi de communauté, mais on va extérioriser ça, plutôt que de découvrir d'abord cette qualité en nous-mêmes. Pluton, on va projeter collectivement le pouvoir sur l'extérieur, donc c'est tout le monde de la politique, du monde de la finance, etc., plutôt que de découvrir notre puissance présente en nous-mêmes. Et donc, c'est la façon dont un peu on fonctionne l'humanité jusqu'à ce jour, c'est-à-dire on extériorise les fonctions et on humanise les planètes. Donc même dans l'astrologie, on a humanisé notre regard sur les planètes. Et l'ère du Verseau va nous demander justement de lâcher ce regard pour regarder les planètes non plus de l'être humain présent, donc ce qui, voilà, ici, mais de regarder les planètes de notre être, de notre je suis. Et du coup, on ne va pas les vivre du coup de la même façon. On va être elles vont être à notre service, plutôt que de colorer leur influence de façon humaine, en fait, et à traduire leurs énergies humainement. Aujourd'hui, là, depuis quelques années, on découvre de nouvelles planètes toujours dans notre système. Hein. Une en date, par exemple, en 2008, il me semble, c'est Eris. Donc, c'est une planète qui est encore plus loin que Pluton. Pluton, il fait le tour du zodiaque en 264 ans, pour vous dire. Et Eris, lui, en 500 ans. Donc, chaque fois que notre conscience sur Terre évolue, on découvre de nouveaux astres et de nouvelles planètes. Là, on arrive aux confins de notre système, et quelque part, notre être, il se situe au-delà du système. Et c'est-à-dire qu'on est préparé à s'ouvrir aux étoiles qui sont bien au-delà de notre propre système solaire. Et de prendre conscience de notre nature
on pourrait dire multidimensionnel, mais au-delà de l'astralité, au-delà du monde connu jusqu'à présent. Et donc là, on est juste à la frontière en ce moment, pour justement s'ouvrir à de nouveaux horizons, qui participent tout à fait à l'ère du Verseau, hein, parce que l'ère du Verseau, c'est on s'ouvre à plus loin encore, on découvre de nouveaux espaces. Donc voilà pour ce premier point qui me semblait intéressant et qui peut aussi, pour qu'on puisse vraiment comprendre ce lien commun entre les planètes et la conscience humaine et ce qu'on vit en tant qu'humain. Les grandes ères maintenant. Donc ici j'ai symbolisé l'ère du Poisson et vous remarquerez que maintenant du Verseau. Donc le Poisson, c'est marqué quand même par, ça parle d'unité, mais c'est aussi une dualité, le Poisson. Et ici, on voit qu'il n'y a plus de dualité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opposés. Là, il y a des opposés, et là, les opposés n'existent plus. C'est deux ondes vibratoires. On remarque que ça, on dit que c'est un signe donc, de vibratoire d'ondulation. Donc on remarque de fréquence. Toutes ces trois notions sont très liées à l'ère du Verseau. C'est très précisé pendant les guidances, notamment ce matin, vous avez vraiment, on a senti qu'on était guidé par des fréquences très précises. Et quand j'entendais ça, je me dis, mais c'est tout à fait l'ère du Verseau. C'est-à-dire, on rentre dans un monde fréquentiel, on rentre dans un monde ondulatoire, où il n'y a pas d'opposé, où finalement la dualité disparaît, puisqu'on comprend qu'il y a une réalité derrière cette dualité qui unifie tout ce qu'on croyait séparé. Ici, on était très liés. Vous avez remarqué que le collectif a pris beaucoup part. On a pensé que le collectif allait prendre en charge l'individu. Donc ça, c'est très lié à l'ère du Verseau. Le collectif prend en charge l'individu. Pendant cette... À l'ère du Poisson. Pardon, merci. À l'ère du Poisson. Et pendant cette période de Poisson, il y a eu beaucoup aussi de mystiques qui sont apparus, depuis évidemment Jésus, mais après qui ont suivi Jésus, il y a eu beaucoup d'êtres éclairés. Donc il y a eu beaucoup d'individus portant le sacré, mais ça c'est pas vraiment... le collectif était séparé de ça, quelque part. C'était des messagers pour véhiculer un message, mais ça n'a pas pris l'ampleur du message porté dans le collectif. Puisque dans le collectif, il y avait une attente de prise en charge par un système extérieur. L'ère du Verseau est très liée à l'axe. L'astrologie fonctionne beaucoup en axe, c'est-à-dire qu'en face du Verseau, il y a le lion. Donc c'est un axe lion-Verseau. Et l'astrologie, et donc l'ère du Verseau est très liée à être un individu à part entière, très lion, au service du collectif. Ce matin, on a vraiment aussi senti cette dimension qu'on nous faisait sentir, c'est-à-dire de sentir la fraternité, mais ce n'était pas le mot qui était employé, mais que nous formions, l'assemblée que nous formions, tout en restant pleinement présent à soi-même. Et c'est toute l'ambiance de l'ère du Verseau, ça, c'est de rester un lion, donc une étoile à part entière, un soleil à part entière, parmi d'autres soleils autour de soi. Et c'est-à-dire de ne pas se fondre dans l'extérieur, mais rester bien calé en soi. Donc ça, c'est des thématiques très, très ère du Verseau. Un petit mot, c'est rigolo pour les datations. J'ai regardé un peu, parce que, entre les astrologues, ils se chamaillent un peu les dates du début de l'ère du Verseau. Et pour vous dire, il y en a qui disent le début, c'est 1780, la découverte d'Uranus. Bon, effectivement, c'est pas... pourquoi pas. Et puis d'autres disent, non, mais pas du tout, c'est 2350. C'est de la marge. Ouais. Et quand on fait la moyenne des deux, ça tombe 2011, 2012, enfin 2013. Donc là, on est dans la moyenne de ce qui est proposé. Et ce qui me venait en même temps, c'est que toutes ces notions de temps ne sont pas si importantes que ça, parce que tout est réuni quelque part. Et donc, on sent bien qu'on est à l'approche d'une nouvelle ère. On voit bien nos comportements. Le Verseau, c'est aussi lié à la technologie. Donc si on extériorise, toujours pareil, si on extériorise, ça va donner beaucoup de matériel extérieur à nous. Si on intériorise l'énergie Verseau, ça va être la télépathie, l'intuition, l'internet, ça va être, je sais pas, les annales akashiques, enfin, etc. Mais on va se connecter à des choses qui sont intérieures et pas du tout liées à des manifestations extérieures.
D'où l'importance, en fait, parce qu'on a toujours le choix d'extérioriser les airs, on va dire, ou les planètes, ou de les intérioriser. Et d'où l'importance des collectifs qui peuvent se réunir pour intérioriser les choses, pour faire un balancier d'un monde quand même qui a tendance à nous à toujours plus de technologie, parce que l'ère du Verseau, ça pourrait être aussi l'homme augmenté, l'homme robotisé, etc. Donc c'est important de pouvoir porter une alternative à cette vision matérialiste du monde. Donc voilà ce que je peux dire sur les airs, très brièvement, comme ça. Sans non plus, c'est tout bien pour tout le monde? Ok. Marie-Odile, ça va? Ça va. Laurent? De temps en temps, j'entends des voix. Et surtout, interromps-moi. En même temps, je sens que c'est important que tu dises ça pour que l'expression des planètes ne soit pas magique et qu'il est important que tu dises ce que tu dis pour que le point de vue de l'observateur de la Terre soit entendu comme étant exactement tenant le même propos que ce que disent les astres. Et vous pouvez voir ce que nous sommes au travers de ce que vous captez de nous sur la Terre. Donc ton propos est prioritaire. Très bien. Donc voici la carte du ciel vue de Phaleron le 28 septembre 2020. J'ai déjà mis 2020 mais c'est 2019. Je vais trop vite. 2019. Je ne vais pas faire une étude complète du thème, c'est vous donner un peu l'ambiance du moment, faire une toute petite rétrospective depuis le début 2019, juste rapidement, qui est d'ailleurs toujours active, parce qu'on va largement parler de ces trois symboles qui se situent en haut du thème. Donc là, ici, on a Pluton, on a Saturne, et on appelle ce qu'on appelle ce symbole, c'est le nœud sud. Donc traduit en langage non astrologique, c'est-à-dire que le nœud sud correspond au karma, au passé. Pluton correspond aux forces d'évolution. C'est une force d'évolution, c'est lié à quelque chose de très... on l'associe au chakra racine, donc c'est vraiment une force de volonté qui est très corporelle, on va dire. Hein. Ça se passe dans les cellules plutôt. Hein. C'est vraiment à ce niveau-là que ça joue. Saturne, c'est un aspect structurant. C'est aussi lié au karma. La tradition astrologique l'appelle le prince du karma. C'est-à-dire on l'associe aussi au passé. Et puisque Pluton s'est associé aux forces d'évolution, on l'associe aussi au passé. Donc il y a quelque chose ici, un trio qui forme une histoire bien au-delà de ce qu'on vit dans notre instant présent, mais c'est comme on l'appelle ce rendez-vous à venir en 2020, le grand tournant, parce qu'il y a un grand carrefour. Ici, depuis quelques années, 2018 puis 2019 très fortement aussi, on est amené à revisiter des vieilles mémoires, tout ce qui nous encombre encore pour passer dans cette fameuse ère du Verseau à venir. Donc de regarder tout ce qui nous a conditionnés. Le Capricorne, c'est un peu toute cette société patriarcale, donc c'est les mémoires de cette société patriarcale, où effectivement la loi du plus fort, la valeur de l'argent, les systèmes économiques, les structures extérieures ont pris le pouvoir sur l'individu. Et donc on est face aux conséquences, on pourrait dire, aux résultats de cette histoire qui remonte bien plus que les 50 dernières années ou les 100 dernières années, mais une longue histoire de l'évolution de la conscience humaine sur Terre. Donc c'est un carrefour qui nous demande d'être très authentique avec soi-même, très lucide, très transparent. C'est-à-dire parce que c'est pas forcément il ne faut pas tricher avec soi-même. C'est un moment, quand il y a Pluton et Saturne, c'est une exigence d'authenticité vis-à-vis de soi-même. Il est beaucoup question de transparence dans les guidances aussi.
Et je trouve que c'est très lié à cette association-là, Pluton-Saturne. C'est-à-dire regarder avec vérité où vous en êtes, ce qui vous est utile pour la suite ou ce que vous ne voulez plus non plus. Donc c'est vraiment un moment où on peut déposer des choses pour laisser plus de place justement à ce qui vient. Et vous avez entendu que ce qui vient, c'est inattendu, donc il faut laisser de la place pour cet inattendu. Parce que si on est rempli de plein de choses, on passera à côté. Donc il faut se délester de quelques valises là. Encore, je pense que cette fin d'année, ça va nous mettre de plus en plus la pression jusqu'à la rencontre de Pluton et Saturne, précisément le 12 janvier prochain. Donc ça, c'est un moment énergétique fort que j'évoquerai aussi en tournant la page et en parlant de ça. Donc depuis le printemps, Saturne et le nœud sud sont conjoints, donc ils se suivent. Je ne vais pas rentrer dans le pourquoi, mais ils se suivent. Et là, à partir de la semaine dernière exactement, ils vont commencer à se séparer. Donc ça va un petit peu la pression du passé, du karma, va un peu se libérer. Mais une autre pression va naître, celle de Pluton et de Saturne, puisque ceux-là maintenant vont se rapprocher. Quand on parle du karma, il faut aussi parler du dharma, c'est-à-dire plus le dharma, c'est lié à notre volonté spirituelle dans cet instant présent. Et le dharma, elle se situe dans le signe du Cancer. Donc le signe du Cancer, c'est un signe, on peut dire, créatif, sensible, où il est important d'être à l'écoute de soi. On l'associe à l'archétype. Mais cet axe, c'est intéressant parce que ta prochaine causerie sur Internet va évoquer ne plus être un enfant et devenir adulte. L'axe Capricorne, un maître. L'axe Capricorne Cancer est lié parent-enfant. C'est très lié à cette thématique-là. Et c'est-à-dire, c'est devenir responsable. Ça me parle de responsabilité. Et devenir un maître. C'est-à-dire, je suis responsable de tout ce que la vie me renvoie. Et donc, je peux, de fait, traiter ce qui ne me convient pas et puis accentuer les choses qui me conviennent plus. Donc cet axe karmique nous invite vraiment à être à l'écoute intérieure, hein, de privilégier cette écoute intérieure. Cette sensibilité, tout ce monde des émotions, toute cette ambiance Cancer. C'est un signe qu'on appelle cardinal, Cancer, c'est là aussi pour initier des nouvelles choses. C'est plutôt, soyez créatifs, innovants, et c'est là où on aura de la guidance, en fait. Hein, le Cancer commence le 21 juin, donc on l'associe beaucoup à la sensibilité, mais c'est aussi un signe très solaire, parce qu'il ouvre l'été, et donc c'est très créatif, il y a une explosion de la vie qui veut se dire, donc c'est important d'être... C'est là qu'on va aussi trouver des ressources. Parce que le dharma, comment ça fonctionne en astrologie, c'est humainement, on résiste un peu à y aller, mais une fois qu'on y est, on s'y sent hyper bien. Mais il y a un petit saut dans le vide. Et en fait, une fois qu'on y est, c'est là que notre âme et notre je suis déversent toute l'inspiration. Mais donc, il y a nos résistances qui nous disent non, non, non. Donc, tournons-nous aussi vers des initiatives nouvelles, de la créativité. Cancer, ça va nous sortir la tête un peu de l'ambiance karma, sans non plus mettre un chiffon dessus, mais voilà, ça donne un équilibre à tout ça. Donc j'ai pris la carte du ciel de hier, parce que hier c'était une nouvelle lune. Donc nouvelle lune, ça ouvre le mois. Donc ça va ouvrir aussi un petit peu, puisque la semaine dernière c'était l'équinoxe, on peut dire que ça ouvre aussi les mois à venir. Parce que là, on rentre dans une... le mois, yes. Le mois de l'année. Oui. Non, j'ai compris le mois, mais... Ah oui, le mois d'année. Peut-être c'est vrai aussi. Oui. Oui. On peut le voir comme ça. Donc là, on est dans des énergies très balance, qui nous parlent de relations, d'équilibre, de relationnel. Hein. Ça nous parle beaucoup de relationnel, de beauté, de créativité aussi. Donc c'est plutôt ça ce qui est stimulé. La balance, l'archétype élevé de la balance, c'est cette capacité à sentir un monde d'harmonie, un peu de cet idéal qu'on pourrait se faire du paradis.
mais de le ramener vraiment sur Terre. Donc c'est des moments assez favorables pour incarner cet idéal d'harmonie du monde qu'on croit perdu, mais qui n'est pas perdu, et qui n'est pas oublié non plus. Donc c'est intéressant, parce que Vénus attire à elle des nouvelles formes. Donc les formes peuvent être vraiment arriver dans notre conscience. Moi, je vais prendre la parole parce que je sens une présence dont tu n'as pas cité le nom. Je sens la présence de Mars. Très bien. Je ne sais pas pourquoi du tout, parce que je ne la connais pas plus que ça, mais je sens, il y a une colère en fait qui est là et qui a besoin d'être nommée. J'ai beaucoup de chaleur et je sens la présence de Mars qui me demande d'être citée. C'est tout ce que je peux dire. Okay. Je ne sais pas si l'astrologue dit. Ah oui, bah, ça me donne chaud, moi. La présence de Mars. Et c'est ça, je sens cette chaleur et comme un bouillonnement, et ça fait déjà un petit moment que j'entends qu'elle dit, quand est-ce qu'on parle de moi? Quand est-ce qu'on parle de ce que j'apporte là? Comme si elle avait l'air de dire, mais d'accord, moi je ne suis pas dans le trio là, de tête, mais j'ai quelque chose à dire. Mais je ne sais pas quoi, David. Oui, ben on va évoquer Mars. Nous avons introduction de planète. Oui, c'est ça. Donc Mars, d'abord, c'est une force d'action. À l'ère du Verseau... Ça me soulage beaucoup. Hein. Je te remercie quand même parce que je sens que ça soulage quelque chose en moi parce que je commence à bouillir. Ah bah Mars, ça chauffe. C'est ça. La planète rouge, qui est liée au feu, notamment au feu. Mais, oui, parce qu'elle maîtrise, chaque planète maîtrise des signes. Donc la planète Mars maîtrise le signe du Bélier et le signe du Scorpion. C'est deux planètes de maîtrise. Donc où je voulais en venir, que les planètes qu'on dit individuelles, donc proches de nous, Mars, Vénus, Mercure, dans l'ère du Verseau, c'est comme si les fonctions représentées par ces planètes, donc Mars l'action, Mercure la pensée, Vénus les formes, les valeurs, la relation à l'autre, devaient être réinventées, renouvelées. C'est-à-dire qu'elles doivent être touchées par Uranus. C'est-à-dire que l'action ne vienne plus du même endroit. C'est que notre action, nos valeurs, notre pensée ne soient plus alimentées par la même énergie. Elle dit faites-moi confiance. Elle dit avant, je vous ai conduit à faire la guerre, là, je vous pousse à construire le monde. C'est ça. Donc, formidable énergie d'action. Une action inspirée. C'est ça. Mais faites-moi confiance. Là où je vous ai emmené dans le combat autrefois, aujourd'hui, je vous conduis dans la construction la plus sublime de vous-même et de votre société. C'est Mars. C'est très étonnant pour moi de dire ça. Et c'est chouette de renouveler notre regard sur les planètes, parce que Mars, on est effectivement le dieu de la guerre, mais pas du tout. À l'ère du Verseau, c'est une formidable énergie d'action inspirée. Si je sens, voilà, c'est ça. Mars, ça me fait faire ça. C'est mets-toi debout et marche. C'est ça. Marche et lève-toi. Oh, lève-toi et marche. Moi, j'ai pris un cube de Et Mars, c'est rigolo parce qu'il est au 28e degré. Donc, on interprète les degrés en astrologie, c'est-à-dire chaque signe est représenté par 30 degrés. Et donc là, en ce moment, il va quitter bientôt la Vierge. Il est toujours en Vierge. Et c'est un degré très inspiré. On appelle ça un degré poisson. Donc, c'est un degré très relié sur le collectif, très inspiré. Et c'est une action inspirée. Et c'est très bien. Et donc Vierge, en plus, c'est très précis. Hein. C'est une action qui est alignée, qui est précise. Voilà, on ne se perd pas trop dans l'action, mais les gestes sont appliqués. Il nous dit qu'il fait alliance avec Pluton pour revoir les choses, pour revisiter les choses, pour acquérir une nouvelle perception des choses. Et que lui, il va nous aider à aller de l'avant, à quitter l'ancien pour aller vers le nouveau, et que Pluton va nous aider, ensemble, quand ils sont alliés l'un et l'autre, ils vont vraiment nous aider à nous arracher du passé pour aller vers notre avenir. Magnifique. Magnifique. Mars, on l'appelle l'octave. Bon, il ne sera peut-être pas content, mais
inférieurs de Pluton, mais c'est-à-dire qu'ils sont S'en très fout. reliés. Alors, il s'en fout complètement. Non, ça c'est l'humain. Tu peux dire inférieur, c'est pas vrai du tout pour lui. C'est pas le Ça problème. marche pas comme ça. C'est l'octave, c'est une autre octave de Pluton. Donc il fonctionne en octave. C'est vrai qu'il y a pas, c'est vrai qu'il y a, dans les octaves, il n'y a pas de supérieur inférieur. Non. Donc On peut dire plus basse au niveau de la tonalité, mais ça ne veut pas dire moins important. oui, c'est ça. Mais en tout cas, il fonctionne de pair. Il n'a pas de problème d'auto-reconnaissance, hein, Mars. Pas du tout. Comme ça, c'est une projection humaine sur Mars. Voilà. Par contre, il a vraiment besoin que nous, on établisse une nouvelle relation avec lui, ou avec elle, si on parle planète, parce qu'il a vraiment besoin qu'on se réconcilie avec cette puissance qu'il nous apporte, cette puissance d'action, et qu'on ait confiance en sa capacité de construction. C'est vraiment le message qu'il nous demande de passer là. C'est je vous aide à construire. Je ne suis pas une planète, un dieu destructeur, me dit-il. C'est vraiment très important de voir cette capacité à construire que nous apporte Mars aujourd'hui. Et construction, comme ça se situe aujourd'hui en Vierge, c'est une construction, et on va étudier une durée très inspirée, très précise, et très liée à la Terre, parce que Vierge, on ne peut pas ne pas parler de la Vierge sans parler de la Terre, parce qu'il y a des archétypes qui se marient notamment, qui rejoignent. C'est-à-dire que notre action doit venir d'un espace vierge en nous, c'est-à-dire pas conditionné, un nouvel espace. Je peux se dire que moi, par exemple, je n'ai pas eu confiance dans ce que me disait Mars là, tout à l'heure, parce que j'ai maintenu, je me tenais silencieuse pour respecter la parole de David, et au fond, c'est exactement ça qu'il me reproche. J'ai incarné la manière dont les humains le voient. C'est-à-dire, non, je ne peux pas te faire confiance. Là, tu me dis qu'il faut que je parle, mais non, il faut que je me taise, il faut que je laisse l'autre parler. Et donc, en fait, j'ai, moi, incarné la manière dont l'humanité a une relation avec Mars, c'est-à-dire une relation de défiance. Et alors que là, je crois qu'en lui donnant la parole, en fait, je participe à la transformation, et nous participons ensemble à cette transformation de la perception de Mars. Tout à fait. Ça fait écho un peu à ce qui était dit ce matin dans la guidance, sur le fait de laisser la morale et de s'appuyer plus sur le discernement. Exactement. Exactement. C'est revisiter tous nos repères. C'est très michaélique, ça, en ce jour. Ah oui, tout à fait. C'est un Mars michaélique. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est rigolo parce que tout à l'heure Uranus est arrivé et il se situe au 6e degré, il est dans le signe du Taureau. Donc de façon très générale, Uranus en Taureau va apporter une révolution, parce qu'on a vu qu'Uranus tout à l'heure c'était lié un peu à la révolution, dans l'ambiance Taureau, c'est-à-dire dans le lien à la matière, parce qu'on associe le signe du Taureau à la matière, à la Terre aussi. Et donc c'est notre relation à la Terre, à la matière qui va être révolutionnée, qui va être renouvelée. Pour juste une petite anecdote, Nikola Tesla naît alors qu'Uranus est en Taureau. Et c'est à son ascendant, donc ça fait une planète importante pour lui. Et sa vie a été faite d'inattendus, de découvertes incroyables. Donc on se retrouve dans une ambiance un petit peu comme ça, donc des nouvelles découvertes d'énergie, notamment, hein, d'énergie. Notre relation à l'alimentation peut être bouleversée. Notre relation aux 5 sens, puisque c'est aussi lié au Taureau, peut être bouleversée, renouvelée. Le 6e sens, c'est Uranus, donc il va apporter du 6e sens dans nos 5 sens. C'est-à-dire aller au-delà de nos 5 sens matériels. De s'ouvrir et on voit très bien aussi dans les guidances en ce moment, il y a pas mal d'exercices justement de pratiques qui est proposée pour voir au-delà, sentir au-delà, écouter, entendre au-delà de notre perception habituelle. Donc c'est tout à fait ça l'effet Uranus-Taureau. Le fait qu'il soit inattendu aujourd'hui, c'est rigolo parce qu'il est en relation directe avec le Soleil et la Lune. Parce que vous voyez que le Soleil et la Lune sont au 6e degré. Donc il intervient, et on appelle ça un degré de quinconce. C'est-à-dire l'angle formé entre ces deux-là, c'est 150 degrés. Et une relation qu'on appelle quinconce en astrologie, c'est une relation de service. C'est se mettre, le Soleil et la Lune sont au service d'Uranus.
Donc il y a du renouveau de l'ère du Verseau. Aujourd'hui, hein, donc c'est vraiment beau, parce que c'est un degré très précis. Donc son intervention tout à l'heure était tout à fait dans cet ordre-là. D'autres petits mots avant de passer à l'autre carte, puisque ces événements ne seront plus lieu, mais toute l'année, il y a eu une relation entre Neptune et Jupiter. Une relation qui a formé un carré plus ou moins précis, très précis au printemps, très précis les jours derniers, là. Et là, maintenant, cette relation va se séparer. Et cet aspect, c'est quelque part l'invitation qui a coloré 2019, c'est se défaire de toute illusion qu'on peut projeter sur ce monde, que ce soit des illusions spirituelles, de choses un petit peu désincarnées, ou des illusions plus liées à notre monde humain, c'est-à-dire le monde des politiques qui ont plein de beaux messages, qui est très lié par exemple à Jupiter Sagittaire, mais on voit bien que les actions ne sont pas tout à fait liées au message. Donc c'est comme si on voit au-delà de l'illusion. Il y a bien des discours, il y a bien des choses qui se disent, mais dans les actes, dans les actions, il n'y a pas. Donc cet aspect est venu lever un voile un petit peu sur, qu'on imaginait bien déjà avant, mais accentuer ça. Et ça demande donc d'accentuer notre discernement. Parce que Neptune, ça peut nous envoyer très loin dans les étoiles. Et Jupiter, ça peut aussi nous envoyer très loin dans une réalisation plus matérielle, en fait. Donc, il y avait un peu ce tiraillement qui était une invitation à comment on va ancrer cette dimension d'amour inconditionnel représentée par Neptune dans nos sociétés, concrètement dans nos vies. Et donc, il y a tout un jeu de lever le voile, discernement, très, très marqué par cette relation qui a marqué 2019. Les deux disent que finalement elles se sont bien entendues là, que malgré des identités d'apparence opposée, notre relation a été féconde pour l'humanité. Il y a une entente cordiale qui s'est produite entre donc, ces deux planètes. Hein, donc, tu dis Jupiter et Neptune. Et que c'est un peu surprenant pour les humains de voir une entente possible entre ces deux énergies. Parce que, a priori, pour vous, nos énergies sont opposées, sont en tension. Or, là, nous avons agi en commun, nous avons agi ensemble. Nous agissons ensemble. Et nous faisons en sorte que vous puissiez réunir ce qui, a priori, pourrait être séparé. Elles parlent ensemble. Hein. C'est aussi étrange d'entendre deux voix réunies, en fait. Elles disent qu'elles ont établi un pacte de solidarité pour nous épargner les effets de balancier, matière, esprit, possession, amour, des choses comme ça. Et oui, tout à fait. Donc on voit bien l'association là qui est dite à travers Marie-Odile. C'est tout à fait quand il y a ce qu'on appelle des aspects aux planètes, c'est vraiment l'union de deux énergies qui viennent se manifester au même moment. Un carré, astrologiquement, dans la tradition astrologique, on dit oulala, des carrés. Mais en fait, c'est très intéressant parce que c'est des moments de tension apparents, mais qui n'en sont pas, mais qui invitent à une nouvelle conscience. C'est surtout ça. Et donc, les carrés sont tout à fait positifs. Parce qu'au contraire, il y a une dynamique, contrairement à des aspects plus harmonieux, comme le sextile ou d'autres, hein, sans rentrer dans le jargon astrologique, mais où ça va de pair, en fait. Mais quand il y a la tension, justement, il y a une conscience qui est mise, qui est vraiment intéressante. C'est l'apparence opposée pour une action en réalité concertée. C'est ça.
C'est une invitation que nous faisons à l'humanité de réconcilier ce qui vous paraît irréconciliable, d'unifier ce qui vous paraît séparé, d'unir ce que vous avez scindé. Et c'est tout à fait en ce moment des moments de guérir cet aspect de séparation, parce que Neptune et un autre aspect astrologique qu'on appelle la lune noire sont conjoints aujourd'hui, là, enfin hier et ces jours-ci. Et donc, une lune noire en poisson, il y a comme un fort idéal de paradis. Il y a le paradis perdu, il y a une conscience de ça, et on croit il y a la croyance liée à ça, qu'on s'est coupé de ce paradis perdu. Et l'association des deux est une opportunité de regarder ça en nous et de guérir justement cette croyance de la séparation, de ce paradis perdu. Et aussi de toutes les thématiques de sauveur extérieur. De vraiment se libérer de ça, parce que c'est signé parce que c'est en poisson, mais c'est vraiment se dégager de ça. Et Jupiter, on l'attache beaucoup à une planète sociale, mais c'est aussi une planète très spirituelle. C'est aussi le guide spirituel. Hein. Donc elle est très puissante en ce moment puisqu'elle est dans son signe de prédilection, qui est le Sagittaire. Et donc, il y a un fort désir d'ouverture, d'expansion, de découverte de nouveaux territoires, très liés au Sagittaire. Ouvrir notre conscience. Comprendre les lois qui animent le vivant. On fait un petit saut temporel, mais on sait que l'espace-temps, finalement, c'est facile. Pour notre conscience, de faire ces sauts. Donc on se retrouve le 12 janvier 2020, la carte est vue du ciel de Paris. Donc on va voir que si vous avez un peu en mémoire, les planètes ont avancé, notamment qu'est-ce qui a avancé? Mars, qui était en Vierge, se retrouve en Sagittaire. Là, il y a de la dynamique, là, parce que c'est une planète de feu dans un signe de feu. Jupiter a changé de signe, il était en Sagittaire, et il va changer au mois d'octobre-novembre, novembre, et il rentre dans le signe du Capricorne. Donc changement d'ambiance, parce que Jupiter amène vraiment des énergies un peu globales. Et le fait qu'il rentre en Capricorne, ça parle de sérieux pour lui. Il y a quelque chose de... Autant il y a un côté expansif en Sagittaire, autant en Capricorne, ouais, ça parle de sérieux. Et surtout cette fameuse conjonction qui se met en place. Donc c'est-à-dire que Saturne et Pluton qui était distant, qui est distant en ce moment, se rejoint précisément ce 12 janvier. Au même endroit dans lequel il y aura le Soleil, il y aura Mercure et il y aura Cérès. Cérès. Hier, je n'ai pas arrêté de dire Cérès comme le Porto et on a rigolé autour. Donc c'est Cérès. Cérès qui est aussi lié à Déméter. Donc très lié à l'archétype Terre, très en lien avec les énergies de la Terre. Cérès, elle est très liée aussi à Pluton. Donc le fait qu'elle se retrouve là dans le même degré que Pluton ce jour précis, ça forme encore une alliance détonnante. Hein, parce que Cérès, dans la mythologie, c'est la belle-mère de Pluton. Donc voilà, c'est pas je comprends pas, mais en tout cas, Cérès nous parle d'accueillir notre double nature en général. Ombre et lumière, ou... voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cet aspect? En tout cas, le Soleil me demande que tu parles de lui. Bah, très bien. Si tu veux bien. Oui. On risque de te donner des ordres. Non, moi je suis d'accord. Le Soleil est très présent là et dit que c'est important de s'intéresser à son rôle, à sa place et à
au rayonnement qu'il va apporter en cette journée. Donc le soleil, au mois de janvier, c'est au cœur de l'hiver. Donc c'est très intériorisé, la fonction solaire en Capricorne. C'est la préparation des cycles à venir, hein, du printemps. Donc la nature du soleil, on la connecte tout le temps à l'intérieur, mais plus particulièrement les temps d'hiver. C'est comme si notre soleil intérieur allait recevoir vraiment de l'influence très fortement de Pluton. Et ça parle de régénération, ça parle de renouvellement de peut-être de sa lumière. Il va beaucoup éclairer tout ce que nous allons recevoir. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut compter sur lui pour apporter de la lumière sur tout ce qui va être capté et qui, a priori, pourrait sembler difficile à accueillir. Et le soleil va offrir son rayonnement à tout ce qui va être émis des autres planètes. Et c'est important de se souvenir que dans ce charivari, le soleil va toujours continuer à éclairer à l'intérieur de nous, puisque là, les journées seront encore très courtes, puisque la journée la plus courte, c'est le 21 décembre, et donc le soleil est vraiment à l'intérieur. C'est ça. Et ce sera d'autant plus présent que la nuit, la pleine lune, c'est le 10 janvier. Donc on sera encore sous l'influence de pleine lune. Donc la pleine lune nous renverra on aura le jour, mais la nuit, la lumière solaire sera complètement présente. C'est comme si le soleil, le jour et la nuit sera présent à l'extérieur, mais on pourra vraiment le connecter 24 heures sur 24. C'est vraiment très content que tu parles de cette permanence de sa présence. Notre système cognitif va être bousculé parce que Mercure est là. Donc Mercure il va se prendre un coup de Pluton. Non, ils sont un coup, ils sont sympas, ils font pas bien, mais en tout cas, ça va venir un petit peu probablement agiter notre système cognitif. Agiter comme Saturne est là, on peut aller à explorer un peu ce que ça peut vouloir dire, c'est de structurer de façon nouvelle notre système cognitif pour être adapté aux énergies à venir. Mais ça peut être un peu bousculant à l'intérieur de son cerveau. Mais pas seulement parce qu'on associe Mercure au cerveau, mais c'est aussi un aspect très manuel, il est très lié aux mains aussi. Donc il est très inspiré. Mercure, il y a une coupole sur sa tête, il peut vraiment recevoir. Donc c'est ne pas stigmatiser justement le mental, là, mais ça peut être un excellent outil de réception des énergies en provenance de Pluton, de Saturne. C'est curieux parce que quand tu parles de Mercure, il y a quelque chose qui me dit qu'il est endormi. Là, peut-être maintenant, hein, pas forcément à ce moment-là. C'est comme là, si maintenant, là tout de suite, il était un peu endormi. En Balance, il est plus... Là, il est peut-être plus tiède. Je sais pas, non, c'est un signe d'air. Il dit que là, pour l'instant, il est dans un régime un peu faible dans ce qu'il émet. Il est un peu dans une manière très affaiblie d'émettre son énergie. Là, tout de suite, hein, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Aujourd'hui. C'est peut-être en lien avec ce que tu disais sur ces planètes qui vont avoir une nouvelle réalisation à partir de l'ère du... Et moi, je fais du lien avec la guidance de ce matin où il était question de remodeler un petit peu la matière grise du cerveau. Et peut-être c'est effectivement cette manière de diminuer la place que la pensée a dans notre conscience. C'est ça, en fait, c'est ce qu'il veut dire. Tout à fait. Et que ça, c'est déjà en préparation, que vous avez à avoir confiance en ma capacité à m'adapter aux forces des autres planètes qui vont arriver ultérieurement et qui vont vous demander à vous de penser différemment, de raisonner différemment, raisonner au sens raison, hein, pas raisonner au sens résonance. Et il dit, vous pouvez compter sur moi pour que je vous aide à vous adapter à la nouvelle manière de penser
qui vous est demandé pour votre évolution. Je serai un de vos alliés. Je ne me maintiendrai pas dans la forme ancienne. Je vous accompagnerai dans la pensée nouvelle. Donc on va être vraiment dans l'énergie Capricorne. J'avais relevé une petite chose qui me semblait intéressante. Je vais le trouver rapidement. Si je le trouve rapidement. Parce qu'il m'a semblé intéressant, j'ai relevé cette phrase qui était intéressante, qui était liée au Capricorne, donc on est très lié dans le Capricorne. Et on associe aussi le Capricorne aux deux JC, c'est-à-dire Jules César et Jésus-Christ. Et c'est-à-dire au pouvoir politique temporel, Jules César, et Jésus-Christ, le royaume n'est pas de ce monde. Et donc il y a quelque chose comme un positionnement, si par rapport à ces deux royaumes, en fait, enfin à ces deux JC, justement. Et donc il y a quelque chose là qui va être activé de cet archétype un peu lié au Capricorne. Je trouve que ça a été intéressant à noter. On verra qu'ici, il y aura aussi une activation intéressante parce que ce jour présent du 12 janvier, il y aura une conjonction exacte de Jupiter et du Karma et du nœud sud. Je ne sais pas trop, je pense que c'est guérir, c'est une opportunité en même temps que de guérison, que Jupiter en astrologie on l'appelle aussi le grand bénéfique, là où il vient apaiser quelque chose. Et donc il y a peut-être une guérison, encore si besoin est, du karma, une mise en lumière, peut-être aussi de ne pas tout jeter dans notre histoire. Il y a des choses qui sont bonnes à garder pour le futur. Enfin, il y a quelque chose peut-être à... C'est lié, je crois, au manque, d'après ce que je comprends. Il y a quelque chose de l'histoire de l'humanité lié au manque qui peut se résoudre là. C'est-à-dire quelque chose de l'abondance absolue qui peut être contactée. C'est ça vraiment ce qu'il apporte comme résolution. Je suis l'abondance. Je suis l'abondance sous toutes ses formes. Je vous apporte là la conscience que vous ne pouvez manquer de rien. Donc par rapport au karma, je crois que c'est intéressant. Ouais, très intéressant. Et c'est intéressant cette présence de Jupiter parce qu'il va venir un petit peu balancer les forces d'énergie, Pluton, Saturne, qui vont être probablement très déstructurantes pour notre système en place. Jupiter va apporter une force de guérison, d'abondance nouvelle, on pourrait dire, pour peut-être reconstruire, enfin en tout cas aborder la réalité avec un autre regard. En tout cas, il y a quelque chose qui nous invite, qui nous inclut, qui nous associe à lui. Quelque chose qui nous, comme un père qui vient rassembler sa famille, en fait, et qui vient nourrir en abondance l'ensemble de la famille, et qui pourvoit à tous les besoins. Je sens beaucoup de bonté là, dans cet instant. Et c'est beau que tu utilises l'énergie Père qui te guide, parce que autant le Capricorne c'est l'énergie Père, Jupiter aussi, il y a Père dedans, il y a eu des guidances justement intéressantes sur Jupiter, c'était retrouver le repère à l'intérieur de soi. C'est-à-dire on a extériorisé Jupiter à l'extérieur à travers nos structures sociales, le président, les pouvoirs politiques extérieurs, et Jupiter a, lors d'une guidance, invité à reconnecter ça en nous. En fait. En fait, on pourrait voir, je peux voir l'image de Jupiter qui se met en connexion directe avec notre estomac, par exemple. Bien sûr, symboliquement, l'estomac, c'est-à-dire la nourriture en permanence. Il y a comme un lien direct qui s'établit avec la conscience de l'humanité. Ce n'est pas individuel, c'est collectif. Là, ce que je dis. Voilà, on l'associe au foie, Jupiter. C'est lié à la digestion. Intéressant aussi de voir Vénus qui sera
juste à la fin du signe du Verseau. Je n'ai pas noté le degré, mais je dois l'avoir là. Oui. Au 28e, 29e degré. Donc c'est une Vénus très inspirée. Nous aurons ce jour-là, très inspirée. Inspirée à des nouvelles formes très liées au Verseau. Donc c'est très intéressant en même temps qu'il y a cet aspect qui déstructure, déconstruit les structures actuelles qui ne sont plus adaptées à l'ère nouvelle. Donc ça va être le travail de Jupiter, de Pluton et de Saturne qui vont un peu mettre en tout cas l'humanité en face de leur construction et qui ne sont plus visiblement adaptés à la conscience de l'être humain d'aujourd'hui. Et donc on le voit bien hein, que nos structures sont vacillantes, très vacillantes en ce moment. Ça c'est vraiment le point d'orgue qui va signifier les structures financières, les structures administratives, tout ce qui porte la société. Ça va être complètement on va être face à leur dysfonctionnement. Et donc ça va devenir insupportable, notamment pour les gens qui travaillent dans toutes ces structures, d'être dans des structures plus adaptées, parce qu'ils vont s'épuiser, les gens. Il n'y a plus d'énergie dans ces structures. Et donc, elles ne sont plus opérantes. Donc en parallèle, Vénus sera en Verseau et sera très tournée vers l'ère nouvelle. Donc c'est intéressant quand, à côté de cette grande conjonction, il y a un aspect de respiration pour l'ère nouvelle. Autant la Vénus de l'ère du Verseau humanisée, c'était l'amour idéalisé. Autant la Vénus ère du Verseau, ça va être un amour beaucoup plus altruiste, c'est-à-dire de coopération et de... voilà. Là, il est 3h30 et j'ai bien envie de laisser un espace un peu plus ouvert où chacun va pouvoir poser des questions. Et qu'est-ce que tu en penses, Marie-Odile? Je suis complètement d'accord. Bon. J'avais une question pour du Dharma, en fait. Oui. Sur cette carte du 12 janvier. Qu'est-ce qu'il en est, en fait, du Dharma? Alors, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, il est toujours en Cancer. Hein, ces axes-là, ils changent de signe tous les années et demie. 1 an et demi, à peu près. Donc, au courant 2000... Et il a la particularité de tourner à l'inverse des planètes. Donc, le Dharma va passer bientôt au courant 2020 en Gémeaux. Donc là, il sera toujours en Cancer. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de lui de plus que je n'ai dit là? Toujours tourné vers l'écoute intérieure, la créativité. Et et c'est intéressant parce qu'il sera donc, puisque Jupiter est avec le karma, là, il est conjoint, ce qui fait que Jupiter est opposé au Dharma. C'est-à-dire que Jupiter va nous donner de l'information sur le Dharma. Le fait de cette opposition, ça va venir booster nos inspirations pour pas à venir. C'est vrai que j'ai tendance à dire le Dharma c'est à venir, mais c'est plutôt nos inspirations pour le présent, pour incarner l'avenir, mais pour le présent. Donc ça va être plutôt... moi je trouve que cette période, il faudra vraiment essayer d'être, pour ceux qui portent un peu la nouvelle conscience, enfin qui sont d'accord, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe en eux. C'est des périodes très riches, je pense, intérieurement sur le vécu intérieur. Et le début d'année va vraiment ouvrir tout 2020. Donc ces énergies, même si ça va se séparer, ça va s'inscrire pour toute l'année. Je posais la question parce que je suis Cancer, ascendant Cancer, donc c'est un signe quand même qui... Ah ben, oui, de fait de ton signe, tu es très impacté aussi par ce qui se passe en Capricorne, puisque ça s'oppose. Donc tout ça, c'est
Ouais, c'est être à l'écoute de ce qui se passe. Parce que c'est un grand, ça peut être du chamboulement. Ouais. C'est la chambre de vibration, en évoquant ça. Donc, voilà, mais Ouais. ça me brasse un peu là. Mais voilà. Par exemple, si le dharma passe sur ton soleil, ben c'est vraiment pose des actes pour ton soleil intérieur. C'est favorable pour ça. Moi, je n'interviens pas trop pour canaliser les planètes, mais pour plutôt dire que pour moi, le dharma, c'est vraiment le projet que le je suis se donne en s'incarnant sur la Terre. Et que ce projet, on n'attend pas d'être à la veille de notre mort pour l'accomplir. On l'accomplit depuis le premier jour de notre naissance, en fait. Et que, effectivement, le dharma, là, à cet endroit, comme partout d'ailleurs, mais il nous invite peut-être plus particulièrement à nous engager pour cette mission, pour ce pourquoi nous sommes venus. Mais ça, c'est quelque chose qui est tous les jours, quelle que soit la place du dharma. Et en fait, à chaque fois que le dharma passe dans une constellation, peut-être alors on reçoit une aide particulière pour justement mettre en œuvre cette mission, pour accomplir ce projet que nous sommes venus faire sur la Terre. Et profitons de chaque fois où nous passons dans notre dharma passe dans un signe pour recevoir les énergies propres à ce signe. Peut-être le message que moi j'ai envie de donner, c'est n'attendez à demain. Et pour collectivement, puisque on a tous notre dharma dans un signe particulier qui n'est pas représenté par ici, puisque là c'est collectivement, et collectivement, puisque c'est lié au cancer, on peut faire passer de l'enfant blessé à l'enfant libre. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de changer de changer de fréquence par rapport à ça. C'est-à-dire de ne plus être des enfants blessés, mais incarner quelque chose de libre de l'enfant, libéré de ses blessures, voilà. Et tout en étant un parent responsable par rapport à cette énergie créative qu'on a, parce qu'on en a la responsabilité. Mais c'est des mots, quand ça passe sur le soleil, vraiment, c'est des moments très inspirants. Merci Michel. D'autres questions? Tout à l'heure, j'avais une question concernant l'air. On va passer à l'ère du Verseau, comme tu disais tout à l'heure, mais en gros, c'est quoi une ère? Alors, pour comprendre l'air, comment en astrologie, comment elle se manifeste, moi, je vais essayer d'être pas trop précis parce que je risque d'être imprécis dans ma recherche de précision parce que je n'ai pas forcément la connaissance tout à fait précise. Mais c'est lié aux précessions des équinoxes et c'est lié à l'étoile qui alimente le 21 mars le bélier sur Terre. C'est-à-dire que à l'ère du bélier, la constellation du bélier était au 21 mars. À l'ère du poisson, la constellation des étoiles qui anime le bélier, c'est le poisson. Donc ça change. Donc ça change. Et ça change tous les 2160 ans. C'est parce que ça bouge d'1 degré tous les 72 ans. Donc 26 000 ans à faire le tour. Certains, je trouve que c'est intéressant, évoquent le fait que si on remonte 26 000 ans en arrière, on tombe sur, a priori, l'Atlantide. Donc on est en résonance avec cette période. Parce que c'est des cycles, puisqu'on rentre dans l'ère du Verseau, la dernière fois qu'on s'est retrouvé dans cette ère-là, c'est 26 000 ans en arrière. Donc ça tombe, a priori, d'après des datations, sur l'ère de l'Atlantide. Donc on révise en fait. C'est ça, on revisite. On vient faire nos révisions. Et on actualise des choses qu'on connaissait à cette époque-là avec une nouvelle conscience néanmoins. Avec tout un chemin parcouru, il y a eu une guidance très belle là-dessus. C'est-à-dire qu'on réactualisait l'Atlantide
sans les risques du pouvoir liés aux connaissances qu'on avait en Atlantide. Donc voilà pour les airs. Après, il y a, bon, là, il y a beaucoup de points de vue différents en astrologie, mais je trouve c'est quand même... Parce que, donc un mot, les signes du zodiaque ici ne sont pas liés aux constellations dans le ciel, c'est ce qu'on appelle l'astrologie tropicale, elle est liée à ce qui se passe sur Terre, aux saisons. Le 21 mars, c'est le début, c'est le bélier, après le 21 juin, c'est le cancer, etc., etc. Et on fixe ce zodiaque-là par rapport à ce qui se passe sur Terre. Il y a une autre astrologie qui s'appelle astrologie sidérale, et qui, elle, son point de vue, c'est ce qui se passe à partir d'étoiles dans le ciel. Et donc, pour eux, actuellement, puisqu'on est en Vierge, on est encore qu'en Lion, etc. Donc, peu importe, c'est juste des points de vue différents. Oui, de là où on observe le ciel. Exactement. Notre conscience, là, dans cette astrologie-là, c'est ce qui se passe sur la Terre. Ce qui me semble intéressant de noter que pour cette nouvelle ère, on pourrait dire que, je l'ai évoqué tout de suite en introduction, pour moi, le zodiaque sert quelque part, une fois qu'on le maîtrise, on comprend les énergies du zodiaque, on en sort quelque part pour le vivre différemment. C'est-à-dire qu'on va piloter ces énergies, ces consciences qu'on contient à partir de notre maîtrise, à partir de notre être. Et donc, c'est différent comme posture. Le zodiaque, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen d'accéder à une nouvelle conscience de nous-mêmes. Merci, Michael. Moi, je voulais juste avoir les coordonnées de ton site pour voir. Ah, tout à fait. Moi. Oui, alors pour les émissions qui seront mensuelles, donc à partir du 28 octobre, la première à 20h, ça se fait de la même façon sur le même site qu'ont lieu les guidances, c'est-à-dire tvjc.tv, puisque ce sera sur la branche TV, tvjc.tv. Et là, on trouvera voilà. Et il y a donc le planning des interventions, des directs, et c'est déjà en ligne d'ailleurs. Par ailleurs, j'ai un site internet personnel qui s'appelle sacréreliance.com où évidemment je double l'information et je mets en ligne l'actualité, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de la dernière planète découverte Eris. Ouais, j'ai regardé rapidement un petit peu ce qu'il en était d'Eris. C'est des planètes qui sont, on l'appelle vraiment, c'est une guerrière dans la mythologie, Eris. Je ne sais plus trop l'histoire, mais je sais qu'elle est guerrière. Elle est là pour détruire, mais elle est liée au chaos et elle est liée donc à changer de forme. Elle vient apporter un renouveau. Donc elle arrive en 2008, donc c'est tout récent sa découverte. Mais on voit bien qu'on est à un moment chaotique. Mais voyons-la non pas comme une méchante guerrière, mais comme quelqu'un qui vient renouveler, une conscience qui vient renouveler ce qui n'est plus adapté à l'ère nouvelle. Elle dit il faut bien du courage pour abandonner les formes anciennes. Me voilà. Donc elle se situe, ce qui est quand même rigolo d'Eris, elle se situe dans le signe du Bélier. Et j'ai noté ça sur le signe du président d'Emmanuel Macron, elle est conjointe à son karma. Eris est conjointe au karma. Donc, on n'interprète pas forcément Eris dans les thèmes individuels, sauf lorsqu'elle signe un point particulier du thème. Ce qui est le cas c'est qu'il est très lié karmiquement à cet aspect-là. Donc, il porte un sacré karma quand même. Et voilà, c'est lui qui s'y colle à quelque chose de très chaotique et de très
Voilà. Mais bon, donc, juste pour information. Donc c'est en bélier, c'est des énergies très feu, hein, donc ça brasse, hein, ça va être assez puissant, je pense. Et elle va rester en bélier encore assez longtemps, hein, je pense, en 2050. Et le bélier parle de nouvelles formes. Hein. C'est un signe de renouveau, le bélier. Il sort du poisson. Donc, le poisson, c'est l'espace de tous les possibles. Le bélier, il sort de cet espace-là, donc on renouvelle les formes. Je voudrais dire quelque chose sur le karma. Hein. Le mot est parfois connoté de sanction, punition, et pour moi, pas du tout. Hein. Le karma, c'est vraiment quelque chose qu'on choisit volontairement quand on s'incarne. C'est-à-dire que nous choisissons notre karma en fonction du projet que nous avons, de notre contribution à l'évolution de la conscience, de l'humanité et de la Terre. C'est surtout important de ne pas voir le karma comme quelque chose que l'on subit, mais nous sommes le maître de notre karma. Si je me mets du point de vue de je suis, je peux voir comment j'ai choisi tous les paramètres de mon existence, tous les chantiers que j'ai à mener, je les ai choisis du point de vue de je suis. Ça n'est pas quelque chose, c'est pas une punition de quelque chose que j'ai fait de mal. Et ça, c'est quand même très important. Et par exemple, par rapport aux traditions orientalistes, hein, où on dit on va se libérer du karma, pour moi, par exemple, c'est tout à fait l'inverse. Hein. C'est une vraie joie de prendre en charge du karma, puisque c'est ma contribution à l'évolution de la Terre et de l'humanité. Donc vraiment, ça c'est quelque chose justement qu'il faut, pour moi, les planètes nous aident beaucoup à revoir ces concepts et à sortir de cette croyance que nous sommes punis de quelque chose. C'est vrai, j'ai vraiment envie de dire ça quand on parle du karma. Parce qu'on a vraiment tout organisé. Ce schéma-là est vraiment magnifique, hein, fait par Myriam, que je salue, qui nous regarde. Puisque ici, on voit bien que l'organisateur, l'être, le je suis, qu'on peut l'appeler, il se situe au-delà des planètes et il s'est appuyé sur tout le système solaire pour construire son expérience terrestre. Et donc, c'est vraiment intéressant de comprendre qu'on est l'organisateur de tout. Et de le voir ainsi, on ne le subit plus, mais du coup, on en a les ressources aussi pour l'incarner pleinement, le traverser, ce qui a transformé, etc. Et s'en réjouir. Et s'en réjouir. Et c'est joyeux. L'ère nouvelle parle beaucoup de joie. Hein. Parce que dans le monde de la dualité, on a eu l'habitude de dire le dharma c'est vachement bien et le karma c'est pas bien. C'est vraiment lié. Je prends des paramètres pour mon incarnation, donc je construis mon karma en fonction de mon dharma. C'est le projet que j'ai en venant sur la Terre qui va faire que je choisis un certain nombre d'aspects de mon corps, de ma personnalité, de mon histoire, et que je prends en charge un certain nombre de dossiers qui vont concerner le collectif, mais qui me concernent aussi. Bien entendu que je viens aussi mettre de l'amour là où j'en ai pas mis avant, mais c'est pas que ça le karma. Ça n'est pas une punition, ça n'est pas quelque chose, c'est pas parce que bon, on appelle la loi de cause à effet hein, en Orient, mais ça parce que nous on parle de karma, on emploie le mot oriental, mais peut-être qu'on pourrait trouver un autre mot que karma qui serait déconnecté de son côté punitif. Et vraiment, je nous invite là à sortir de toute façon de la notion de la faute. Ça, c'est un de mes grands dadas. Hein. C'est clair que c'est très lié à ce qui se passe en poisson. Avec Lune Noire, Neptune, Poisson, c'est vraiment sortir de cette croyance que j'ai fauté. Déjà, la loi de cause et d'effet n'est pas forcément négative. Il y a aussi ce qu'on envoie de bon nous revient en bon aussi. Mais tu sais, je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il n'y a ni bon ni mauvais. Oui, c'est vrai. Eh ben voilà. Et c'est ça, sortir de la dualité. Non, mais se sentir, je veux dire, relié à un sentiment de faute, c'est là où, je dis, si on agit pour être au meilleur et on soit le meilleur en échange. C'est quoi le meilleur Bah, alors, en fait, c'est notre vision humaine qui nous donne ce repère de bien et de mal, de bon et de mauvais, de meilleur et de pire. En réalité, il y a des expériences et il y a les fruits que nous récoltons de ces expériences. Voilà. Et ces fruits-là, ils sont amers ou ils sont doux. Et c'est nous qui décidons de l'amertume et de la douceur. C'est nous qui décidons de continuer à cultiver les fruits doux et de laisser les fruits amers. Ou bien qui décidons de continuer à cultiver les fruits amers et de délaisser les fruits doux. C'est vraiment l'expérience que nous sommes venus faire, c'est celle-là.
Mais si nous continuons de dire cela a été bien ou cela a été mal, nous ne pouvons pas sortir de la dualité. Le pire et le meilleur sont la même chose. C'est vraiment, il y a un balancier pire-meilleur, et pour moi, l'évolution de la conscience nous invite à nous mettre au-dessus du balancier. Et à ce moment-là, il n'y a plus de pire et de meilleur, il y a l'énergie que nous mettons en œuvre dans l'action, et il y a les résultats de l'action. Et nous sommes, c'est nous qui percevons la qualité du résultat. C'est nous qui décidons si oui ou non c'est fécond ou c'est stérile. Si ça contribue à l'évolution ou si ça freine l'évolution. C'est ce que j'appelais le bon et le meilleur, c'est en fait le fécond et le stérile. Ça revient un peu au même, non? Je vois ton attachement au fait qu'il y a quelque chose de bien et quelque chose de mal. Mais c'est ok aussi. C'est difficile de croire que rien n'est bon et rien n'est mauvais. C'est difficile. Mais que c'est toi qui décides. En fait, pour toi, c'est bon ou c'est mauvais. Mais c'est pas dans l'absolu, il n'y a ni bon ni mauvais. C'est toi le maître qui décide de la qualité de ce que tu vis. Et c'est ça, en fait, sortir de la notion du bien et du mal. C'est de dire, c'est moi qui décide. Mais c'est pas moi qui décide pour prendre le pouvoir sur les autres. C'est moi qui décide parce que j'ai la responsabilité de l'expérience que je vis. Oui, c'est tout à fait ça, c'est le sens qu'on va donner à notre expérience. Un peu perturbé, là. Une novice. Le karma, c'est quelque chose qu'on a collé à vie, ou alors c'est quelque chose que vous construisez avec ce que vous vivez? Le karma, c'est quelque chose que, enfin, dans la tradition, ce sont les paramètres avec lesquels nous arrivons sur la Terre et qui sont en fait décidés par le plan spirituel de nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsque nous nous incarnons, nous venons avec un sac à dos, en quelque sorte. Et ce sac à dos, on va vivre avec lui tout au long de notre existence. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le gérer. On va le gérer, donc on va le faire évoluer en permanence. Le sac à dos, je le dépose, je regarde ce qu'il y a dedans et j'en fais quelque chose. On peut dire ça, le karma. Mais je prends un sac à dos en fonction de ce que je veux faire. Donc je prends dans mon sac à dos les outils dont j'ai besoin, je prends aussi les freins dont j'ai besoin, on peut dire les faiblesses dont j'ai besoin. Et les faiblesses, je vais constater qu'elles sont faiblesses et je vais pouvoir m'employer à les transformer en force. En ce sens-là, je suis le maître de mon karma aussi dans mon incarnation. C'est-à-dire que je vais le transformer en permanence. Par contre, on va constater que dans une même existence, on va souvent avoir les mêmes expériences, mais mises en scène différemment. Mais au fond, si on regarde la structure des expériences, c'est à peu près toujours les mêmes. On va se retrouver, par exemple, avec une déception qui va revenir régulièrement. J'ai fait confiance et tout à coup, je suis trahi. Je l'ai fait dans ma famille quand j'étais petite, je l'ai fait dans mes boulots, je l'ai fait avec mes amis, parce que ça, c'est mon karma, c'est ce que je suis venue faire. Je suis venue apprendre que je suis moi-même source de la confiance. Donc, je vais mettre en place des expériences de déception de la confiance pour construire ma propre confiance, par exemple. Donc, on va dire que la trahison de ma confiance fait partie de mon karma, mais c'est pour mon dharma, pour l'apprentissage de ma confiance en moi-même. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Étienne. C'est important parce que c'est pas quelque chose qui est figé. Ah non, rien n'est subi. Rien n'est subi. Oui, Jean-Marc. J'aurais besoin d'une précision, s'il te plaît. À partir du moment où tu décides de prendre en charge ton karma, tu vas aussi servir la Terre et l'humanité dans son ensemble. Est-ce que tu pourrais apporter une précision, s'il te plaît, à cette... Il y a toujours deux niveaux, effectivement. Je me permets, David ? Oui, vas-y, c'est bien. Il y a toujours les deux niveaux, hein, parce que l'incarnation humaine, elle a un sens individuel et elle a un sens collectif. C'est-à-dire que notre existence ici n'a de sens que par rapport à l'entité conscience humaine qui nous donne vie, en fait. Nous, on est une cellule du corps humain, on peut dire. Quand je dis corps humain, le corps de l'humanité. Et donc, lorsque nous venons, et d'ailleurs aujourd'hui nous sommes nombreux sur la Terre, plus nombreux qu'avant, parce que les cellules se sont spécialisées, on peut dire. Les cellules de l'humanité se sont individualisées, ont pris une singularité particulière. Et donc,
lorsque nous venons sur la Terre, en fait, nous venons en tant que délégués de la conscience humaine pour faire quelque chose pour la conscience humaine. Mais en même temps que nous le faisons pour le collectif, le meilleur moyen de le faire, c'est de le faire pour nous-mêmes. Ce que je fais pour moi, je le fais simultanément pour le collectif. Nous sommes membres de la fraternité humaine, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mon voisin est mon frère. C'est-à-dire que c'est une cellule voisine de la cellule que je suis. Donc c'est pour ça que quand on aura compris ça véritablement, on arrêtera de détester notre voisin. C'est comme si la cellule de mon index gauche se mettait à détester la cellule de mon majeur gauche. Quel chantier! Ben, c'est ce qui se passe dans l'humanité. Et ça, c'est tout à fait propice au changement d'air, c'est-à-dire l'ère du poisson où il y avait un peu de séparation, et l'ère du Verseau où c'est de la résonance, et là, il n'y a rien de séparé en fait. Et donc, si on agit sur un endroit de la conscience, ben, par effet vibratoire, ça agit sur l'ensemble. C'est ça. Si j'agis sur cette cellule-là, j'agis sur l'ensemble de mon corps. Ça, c'est merveilleux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que je dise oui à tout ce qui m'arrive. J'ai le droit de dire là, quand tu appuies là, ça me fait mal. Et de faire en sorte de ne pas avoir mal. Mais ce n'est pas pour autant que je dois détester l'autre. C'est ça la différence. Et à l'inverse, entendre que l'autre dise non par rapport à ce moi-là. Ah ben ça va de pair. Voilà. Si moi je me donne le droit de dire non, ça veut dire que je peux accueillir le non de l'autre. C'est bon, enfin. Oui. Mais par contre, je peux aussi ne pas être d'accord avec le non de l'autre. La question pour moi, c'est toujours de savoir que nous prenons la responsabilité de ce que nous avons à vivre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et effectivement, de nous reconnaître aujourd'hui comme membres de la fraternité humaine, comme cellule du corps de l'humanité, ça pour moi c'est tout à fait de l'ère du Verseau. Exactement. C'est une belle conclusion. Ouais, c'est vrai. Je pense que J'en dirai pas mieux. Moi, j'aimerais savoir. Une dernière question. Ouais. Oui. Comment toi tu conseillerais des gens qui ne savent pas, comme moi par exemple, qui n'a pas la connaissance de ça, de se laisser influencer par les énergies des planètes, voilà, comment toi tu le vis peut-être déjà, et puis est-ce que tu as des conseils par rapport à ça Moi, ce qui me vient de façon tout à fait ludique, là, depuis 15 jours, j'ai créé un petit jeu de cartes où je fais un tirage de cartes avec les planètes et les signes et les maisons. Bon, mais imaginons déjà les planètes et les signes. Et c'est un bon moyen ludique de rentrer en relation avec une planète dans un quotidien, dans une semaine, si on fait le tirage pour la semaine. Et de voir justement Uranus, tiens, comment elle va se manifester. Et à partir du moment où c'est ma carte du jour ou de la semaine, eh ben, je vais rentrer en relation avec cette conscience d'Uranus à ma façon, c'est-à-dire tel que moi je le vis. Et parce qu'Uranus, il y a autant de façons de le vivre que d'être humain, et comme toutes les planètes. Et donc ça peut être un moyen assez ludique de regarder ça. Par exemple, moi c'est un peu comme ça que je fonctionne pour sortir aussi de l'étude un peu traditionnelle de la planète, et je pense que c'est plus lié à l'ère du Verseau, ça. Et c'était très beau parce que j'ai lancé mon activité d'astrologie en janvier, et en février, je passais 4-5 jours avec Marie-Odile à l'Olivry, où on a travaillé sur les planètes, mais de façon tout à fait subtile et comme ça, et ça a été une grande porte pour aborder justement l'astrologie de façon un peu nouvelle. Et chez moi, c'est pas évident parce que je viens plutôt mon karma, c'est plutôt le monde de la connaissance, du savoir. Donc, il y a des modes opératoires un peu traditionnels qui résistent encore parfois, alors que j'ai un autre côté c'est vachement des tendances de dire il y a juste à ouvrir sa conscience et puis à écouter ce qui se passe. Et donc je commence un peu à m'ouvrir de plus en plus. Comme j'en fais mon activité, je suis intéressé aussi par ce qui se fait de façon plus traditionnelle, mais de faire un mariage des deux et surtout permettre au plus grand nombre de pouvoir le vivre aussi simplement sans passer par la complexité de l'astrologie un peu traditionnelle. Et pour compléter la réponse, parce que moi j'y connais rien en astrologie, et justement quelle n'a pas été ma surprise lorsque David était là,
de m'entendre canaliser les planètes. Et bien entendu, je n'aurais jamais cru un seul mot de ce que je recevais s'il n'y avait pas eu la validation de David. Et ça aussi, je crois que c'est très air du Verseau, c'est-à-dire qu'on a deux innocents là qui sont là, et qui tout à coup mettent leur ignorance et leur innocence ensemble, et quelque chose arrive. Et donc, on peut se dire, tiens, mais quelle est la planète qui me parle aujourd'hui? Tu te mets en réception, et tu te dis, tiens, ben, j'entends ça. Tiens, ça pourrait bien être quelle planète, ça? Quitte même à aller voir dans un bouquin d'astrologie ou sur Internet, ou même pas savoir, mais peu importe. Moi, ça m'arrive souvent de demander à David, dis donc, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je me rends compte, je suis obéissante aux planètes. J'aime bien dire ça, je suis obéissante aux planètes. Donc, je reçois vraiment très facilement leur énergie. Mais dans ta question ou ta réponse, tu dois savoir au moins le rôle de la planète. Non, tu n'as pas besoin de savoir. Ah ben quand ça s'est passé la première non, fois. Non, Marie-Odile n'avait pas de connaissances astrologiques et donc. Non, mais toi, tu connais le rôle de chaque planète. Oui, justement, c'est ça qui a validé. Et toi, tu ne savais pas. Absolument. Moi, je recevais l'information, je recevais la vibration, et je disais à David, il me disait, ah, mais c'est exactement Neptune. Mais moi, ce que tu canalises, toi, c'est. Mais toi aussi? Oui. Ah, attendez là, on va se quitter là-dessus parce qu'il est 4 heures. Il va être 4 heures. Et donc, ben, j'aurai un mot de clôture à faire, mais. Voilà, on va se quitter là-dessus. Tout le monde canalise. La canalisation, ça n'est rien d'autre que l'ouverture de la conscience au monde de l'esprit qui est à l'intérieur de nous. Mais tu sais, je suis une vierge. Hein. Je te laisse finir, David. Oui, c'est pour remercier le public en présence, remercier aussi les auditeurs du web, remercier Jean-Claude pour l'aspect technique qui était super. Hein, j'imagine, on ne sait pas, mais on n'a pas eu le retour en tout cas disant que c'était pas bien. Donc ça c'est fait. De suivre sur le site tvjc.tv ou .radio l'actualité, les prochains directs. Le prochain direct sous ce format télé, ce sera Marie-Odile 18. Le 18 octobre. Vendredi 18 octobre, sur le thème, vous l'avez compris, cessez d'être un enfant, devenir un maître. Je crois que ça s'appelle comme ça. Arrêtez d'être un enfant, devenir un maître. J'expliquerai pourquoi on tient tant à rester un enfant. Et pourquoi c'est possible d'arrêter ça. 18 octobre. Donc sous forme de chat, chacun pourra poser des questions, etc. Et donc, en ce qui me concerne, ce sera le 28 octobre prochain à 20h. C'est un lundi. Voilà, donc vous retrouvez toutes les informations sur mon site aussi, sacréreliance.com. Je pratique aussi l'astrologie pour des thèmes individuels, donc si vous êtes intéressé... Quelqu'un qui fait de la consultation individuelle. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, ça peut être aussi un biais. Et puis, voilà, je suis content de ce moment partagé ensemble. Et puis, à bientôt pour les prochaines news du ciel. Merci à tous, au revoir. Merci.